Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue dans Africa Chic. En Côte d'Ivoire, de nombreux couturiers ont appris leur métier sur le tas, dans les ateliers ou aux côtés de maîtres tailleurs sans diplômes officiels. Longtemps marginalisés, ces artisans voient aujourd'hui leurs compétences reconnues à travers des programmes de formation et de certification mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Ces dispositifs permettent de leur attribuer un diplôme professionnel et un numéro de matricule, gage de légitimité et d'intégration dans l'économie formelle. Notre invité présent en qualité d'accompagnant, juge d'évaluation, apportera un éclairage sur le processus de sélection et d'accompagnement des couturiers autodidactes, les critères d'évaluation pour obtenir la certification, les enjeux de la professionnalisation pour le secteur de la mode et les perspectives d'avenir pour ces artisans désormais reconnus. Il est donc plus à présenter. Gaussou Binaté, merci. D'être sur notre plateau. Ok, merci beaucoup à vous également. Alors, Monsieur Binaté, avant tout, comment percevez-vous le poids de ces couturiers autodidactes dans l'industrie de la mode ivoirienne? D'abord, j'aimerais me présenter Monsieur Binaté, formateur en coupe couture et responsable de l'Institut de mode Binaté. Disons que la question est bienvenue. Dans le domaine de la mode en Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes, c'est-à-dire très talentueux, mais qui ont du mal à quitter dans le domaine de l'informel. Voilà. Donc du coup, ça crée un petit poids vu qu'ils n'ont pas d'accompagnement et ils n'ont pas accès aux nouvelles outils comme l'IA, en fonctionnalité de comment gérer une entreprise, tout ça. Donc ça crée un frein dans ce domaine-là qui est beaucoup malheureux. Mais l'État est en train de se pencher là-dessus pour pouvoir les aider à pouvoir mieux s'orienter. Voilà. D'accord, et donc on retient que pendant longtemps ces artisans travaillaient donc sans diplôme ni reconnaissance officielle de la part de l'État. Et dans cet état, quelles difficultés, on va dire, cela leur posait-il concrètement? D'abord, c'est dans le côté, comment dire, le côté professionnel, vu que nous sommes dans un pays qui est régi par des lois. Donc du coup, ces couturiers-là sont exposés à beaucoup de choses. C'est-à-dire ils ne sont pas reconnus, pourtant c'est des artisans, c'est des personnes qui sont très talentueux. Mais vu qu'ils n'ont pas accès à certaines informations, donc du coup ça les écarte un peu de la société. Voilà. Mais du coup ça crée un blocage parce qu'il y a beaucoup qui ont des projets, mais vu qu'ils n'ont pas accès aux outils que l'État met à la disposition des entrepreneurs, tout et tout, ça crée un frein. Il y a d'autres que je connais personnellement qui ont des grandes ambitions, mais vu qu'ils n'ont pas d'informations, du coup ils sont beaucoup limités. Voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui a pu motiver l'État enfin pour mettre en place ce programme de formation et de certification à l'endroit de ces artisans? Bon, disons que c'est le programme que l'État a mis en place, on appelle ça le programme CQM, qui a été mis pour les apprentis couturiers. Il y a un programme qui est passé récemment, ça c'était au niveau du CAP, ça c'était pour les maîtres tailleurs, mais cette fois-ci l'État a mis en avant les apprentis. C'est-à-dire qu'avant, quand quelqu'un travaille chez un particulier, généralement, il doit avoir un certificat qui prouve qu'il a reçu une formation. Donc du coup, vu que les maîtres artisans eux-mêmes ne sont pas inscrits, eux-mêmes n'ont pas été approchés des instituts compétents pour pouvoir s'enregistrer, du coup, ils ont du mal à signer des certificats pour donner à leurs apprenants. Il y a d'autres qui signaient des certificats, mais qui ne sont pas reconnus. Moi-même, je suis déjà passé par là, vu que mon patron, avec qui j'ai appris dans les débuts, m'avait fait un certificat, mais malheureusement, qui n'était pas reconnu. Donc, l'État a mis en place ce programme-là pour que chaque maître tailleur parte s'enregistrer dans, on appelle la chambre des métiers de commerce, pour pouvoir s'enregistrer, pour qu'ils puissent enregistrer aussi les apprenants qui sont chez eux. C'est-à-dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu apprends la couture, avant de quitter ton patron, tout et tout, tu dois passer cet examen-là. C'est la première session que l'État a mis en place, mais il y aura plusieurs sessions qui vont se passer chaque année, comme les examens. Donc avant de quitter chez quelqu'un, il faudra avoir un diplôme qui reconnaît que tu as vraiment appris là-bas. Mais pour ça, il va falloir que celui qui
ton maître, celui qui t'enseigne, ou même celui avec qui tu apprends, doit être reconnu d'abord pour que vous aussi, on puisse vous enregistrer en tant qu'apprenant là-bas. Au fait, l'État met ça en place parce qu'il y a beaucoup de désordre dans le domaine de l'informel et de la couture. C'est pas seulement la couture, il y a la coiffure, il y a la mécanique, tous ceux-là sont inclus dans le programme de CQM. Donc, en gros, l'État, bientôt, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, si tu veux vraiment tu veux t'installer, il va falloir que tu aies ce diplôme-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est en quelque sorte un quitus. Voilà, il va falloir que tu aies ce diplôme-là qui prouve et qui atteste que tu peux vraiment, tu es habilité à faire le métier que tu es en train de commencer. Voilà, c'est d'abord ça, un. Et le deuxième point qui est très très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le domaine de la mode précisément, il y a ce qu'on appelle il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça arrive qu'il y a certaines personnes au Maroc, comme en Tunisie, qui ont besoin de la main-d'œuvre. Donc, comment l'État faire pour être en disposition de pouvoir fournir ça? Donc, il faut que l'État d'abord ait une base de données qui est d'abord le programme CQM, ceux qui vont s'inscrire. Qui permet de recenser tout ce monde-là. Donc, si par exemple le Maroc demande est-ce qu'on a besoin de par exemple 1000 ouvriers, la Côte d'Ivoire peut dire bon, on a telle personne, on a le nombre de personnes qu'on peut mettre à votre disposition. Voilà, donc c'est aussi l'opportunité qui est là aussi. Mais est-ce qu'avec ces diplômes et avec un numéro de matricule, il y a des choses qui changent réellement? Oui, il y a des choses qui changent réellement parce qu'avec le numéro de matricule, vous avez accès à votre carte professionnelle. La carte professionnelle, c'est comme la carte d'identité que vous avez, mais de façon professionnelle. C'est-à-dire, si vous êtes dans le bâtiment, vous êtes dans la coiffure, vous devez avoir une carte professionnelle qui approuve que vous êtes ce que vous dites. C'est-à-dire, bientôt, si tu vas aller faire ta carte d'identité, parce que sur les cartes d'identité, il y a la profession. Avant, quand tu partais, tu peux dire, bon, tu es styliste, modéliste. On ne demande pas des diplômes, on ne demande rien. Mais maintenant, on va vous demander une carte professionnelle avant de pouvoir, qui atteste que vous êtes ce que vous êtes au fait. Donc, c'est ce que l'État est en train de mettre en place dans ce qu'on appelle le programme CQM actuellement. D'accord. Il est important de rappeler que ce programme a démarré il y a seulement quelques jours. Oui, est-ce qu'on peut savoir sur combien de temps il va s'étendre? Disons un mois. Un mois que le programme, bientôt, ils vont lancer les examens. D'abord, nous étions d'abord à la phase de pouvoir mettre les sujets en place, vu que c'est la première édition. La première édition, il fallait mettre en place tous les sujets. C'est-à-dire, dans le domaine de la couture, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine d'armes, il y a le domaine or, il y a le domaine enfant, il y a le domaine broderie. Donc, il fallait rédiger ces sujets d'examen-là. Donc, c'est ce que l'État nous a sollicité. On est parti, on était plusieurs maîtres artisans. On a fait part de nos expériences chacun, parce qu'il y avait un problème aussi qui se posait. Il y avait des apprenants aussi qui ne savent pas lire. Donc, du coup, pendant les examens, il y aura une partie orale pour eux et une partie pratique pour eux. Est-ce que des cours d'alphabétisation sont également donnés à ces personnes-là qui ne savent ni lire et ni écrire? Bon, je crois que ça, c'est envisagé parce que vu que l'État a commencé, je pense qu'ils vont vraiment mettre l'accent sur tout ça. Voilà. D'accord. Et vous intervenez dans ce programme en tant qu'accompagnant, n'est-ce pas? Alors, quel est précisément votre rôle? Bon, d'abord, c'était l'accompagnement. On était des maîtres artisans qui ont été qualifiés pour pouvoir rédiger ces sujets-là. Et cela a permis parce que, d'abord, j'ai ma carte professionnelle et je suis enregistré à la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, sans ça, l'État ne peut pas vous faire appel ou quoi que ce soit. Donc, moi, comme ça, dans mon atelier, si je veux, mes apprenants, je peux les faire sous ma tutelle, je les inscris à ce programme de CQM. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Et comment se déroule l'évaluation d'un couturier autodidacte? Bon, d'abord, il y a la phase de l'individu d'abord. C'est-à-dire, quand on est allé faire le séminaire hier, le responsable nous a beaucoup parlé de ce sujet-là parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, c'est à nous vraiment de pouvoir s'adapter. Ils ont même dit que même s'il y a un apprenti qui ne comprend pas le français, même si c'est Djoula, on n'a qu'à parler Djoula avec lui. Si c'est Baoulé, on n'a qu'à parler Baoulé avec lui. Donc, nous avons vraiment parlé de ce côté-là, d'être vraiment
de ne pas trop les bousculer, vu que c'est une première édition, pour ne pas qu'ils aient peur. Parce qu'il y a d'autres, quand on parle d'examen, pour eux, c'est comme un truc vraiment, il faut être intellectuel. Exactement. Voilà, donc du coup, on a beaucoup discuté sur ça pour qu'ils soient vraiment plus ou moins à l'aise. Voilà, et comprendre aussi que c'est adapté à tous les niveaux. Effectivement. D'accord. Est-ce que ces évaluations, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, ne se font pas forcément que sur les compétences, on va dire, la compétence à pouvoir s'exprimer en français, ou pouvoir lire, mais il y a forcément des compétences pratiques et également théoriques. Oui. La formation, l'examen va se passer sur 2 volets. Il y aura la partie orale où on va poser des questions aux apprenants. Par exemple, on peut poser des questions pour dire pour confectionner un vêtement, vous avez besoin de quoi et quoi. Ce sont des questions. Je ne vais pas aller trop vite pour ne pas exposer déjà les sujets. Donc, après, il y aura la partie pratique. Par exemple, on va mettre les panneaux à leur disposition pour les dire, bon, voici ça. En fonction, parce que pendant l'examen et pendant l'enregistrement plutôt, chaque apprenant a ses qualifications. Il y a des couturiers seulement qui font que hommes. Donc dans l'enregistrement, l'apprenti va signifier la formation qu'il a suivie. Et en fonction de ça, on va plus ou moins l'accentuer. C'est-à-dire si lui fait dame seulement, il sera exposé à seulement couture dame. Ceux qui font hommes seront ces questions, on va essayer de voir tout ce côté-là. D'accord. Alors, avant de poursuivre, Binaté, avec votre permission, nous allons marquer une courte pause pour voir un reportage proposé par Mélissa Koné et Ferdinand Kwaku. Il s'agit de la première exposition d'art de la galerie RM Konon, après avoir parcouru le monde à la recherche de pièces rares et authentiques acquises auprès de particuliers lors de ventes aux enchères, d'expositions ou grâce à son réseau. Bakayoko Abdoulaye, désormais installé à Abidjan, poursuit son engagement pour la préservation des œuvres d'art au sein de sa galerie RM Konon, soucieux de la dégradation du patrimoine culturel dû notamment aux guerres. Il lance officiellement la première édition de l'exposition d'art Fragments dans la commune d'Adjamé. Suivant. Les objets d'art et meubles anciens, de grande valeur mais surtout de qualité, c'est sa passion. Bakayoko Abdoulaye, antiquaire depuis plus de 30 ans, a cette capacité à identifier et à garantir l'authenticité de ses pièces. Ce qui exige une connaissance approfondie de l'histoire de l'art et une expertise particulière. À travers sa galerie d'art Herma Konon, il se lance dans l'exposition à grand public pour une première. C'est ici, dans la commune d'Adjamé, dans le quartier de Williamsville, que se tient cette première édition, intitulée Les Fragments. Avec pour thème l'impact de la guerre sur la culture, l'antiquaire invite à une préservation de la paix et de la cohésion sociale avant, pendant et après les élections. Depuis longtemps, nous avons constaté qu'il y a eu trop de pertes dans notre culture. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de rassembler les fragments pour montrer un peu l'impact de la guerre sur la culture. On est en train de perdre notre identité et notre culture et notre savoir. Donc, c'est un avertissement à l'endroit de nos autorités, la population. À cette exposition, on peut y apercevoir des objets de tout genre, vêtements, sacs, statuettes, colliers ou encore des masques. Ceux-ci se différencient les uns des autres de par leur forme et leur provenance, ou encore leur culture, mais avec une seule histoire, la guerre qui a laissé sur eux des traces indélébiles. L'ambassadeur du Royaume de l'Espagne en Côte d'Ivoire, Guillermo Gorbea, présent à cette cérémonie, a salué l'initiative. Je suis impressionné par la qualité des œuvres et je les ai vues dans le catalogue qu'on nous a envoyé à le président de l'association d'antiquaires et de l'Union d'antiquaires, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier, non? Parce que c'est de l'art que je suis habitué à voir, mais c'est l'histoire, non? Parce que ce sont des pièces antiques qui viennent d'une époque difficile, non? Et qui ont été sauvées. C'est quelque chose que je trouve c'est une initiative très importante, très bonne pour la Côte d'Ivoire, de préserver la culture et en plus le message de paix.
Cette exposition a réuni l'ensemble des acteurs de ce secteur, mais aussi de la mode. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les objets d'art. Même nous-mêmes qui sommes dans la mode aujourd'hui, nous devons préserver même nos pièces. Voilà, parce que nous avons des pièces uniques aussi. Donc, raison pour laquelle vous voyez qu'on a cette facilité de même exposer ici. Voilà. Mais c'est important vraiment de préserver tous ces objets d'art-là. Parce qu'il faut dire qu'une fois que la guerre vient, tout le monde soit perdant. La guerre a un impact sur la culture. Elle détruit les valeurs sociales et culturelles. Elle fait fuir les hommes qui laissent derrière eux leur métier, leurs connaissances, leur identité et leur culture. Voilà, c'est un reportage signé Mélissa Koné et Ferdinand Kouakou. Je poursuis avec Gaussou Binaté. C'est vrai, tout à l'heure, on parlait de ces couturiers-là, autodidactes, qui n'ont pas un niveau de langue assez excellent. Mais qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer, pour ne pas qu'ils aient peur et qu'ils puissent se présenter à ce genre de formation? Bon, disons que c'est normal qu'ils aient cette peur-là parce que c'est une première fois. Mais je dis que l'État a fait en sorte que tout le monde puisse adhérer à cette, à cette première session parce que c'est un examen qui se passe déjà dans les pays voisins, au Bénin, tout et tout. Mais encore une fois, c'est une première. Donc, il ne faut pas qu'ils se sentent un peu menacés ou mes trucs. Non, mais c'est une bonne nouvelle parce que au moins ils pourront mettre en pratique ce qu'ils ont appris et ce qu'ils veulent faire. Voilà. Donc, mais ce que je peux leur dire, c'est que ils doivent vraiment s'approcher. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas allés, il ne faut pas qu'ils se limitent. Il faut qu'ils aient au moins des cours du soir, tout et tout. Moi, je connais des couturiers, malgré qu'ils sont forts, tout et tout, mais qui font des cours du soir chaque jour. C'est-à-dire, quand ils finissent le travail à 18h, 19h, ils sont dans une école d'à côté, apprendre à lire, tout et tout. Pour se donner plus de chance. Voilà, pour se donner plus de chance. C'est un peu ça. D'accord. Et pour cette première expérience en terre ivoirienne, ils sont combien de couturiers qui participent? Bon, d'abord, pour le programme CQM, ça n'a pas encore été révélé vu que les inscriptions sont en cours. Même pour le programme CAP qui a eu à se passer, je crois qu'il y a 2 mois de cela, d'abord, quand ça a commencé, les gens ignoraient. Mais vers la fin, il y a eu des inscriptions qui se passaient. Il n'y avait même plus de place. Ils ont dû même faire un tri pour pouvoir annuler d'autres personnes. Mais je crois que pour le programme CQM, ça va mieux se passer. Voilà. D'accord, très bien. Alors, comment s'organise l'accompagnement après l'obtention du diplôme ou du matricule? Bon, après l'obtention de tout ça, d'abord, le premier objectif, c'est qu'ils seront reconnus officiellement par l'État. Ça, c'est déjà un point. Et le deuxième point, c'est que au moins, ils pourront avoir accès aux nouvelles infrastructures comme la création d'entreprises, tout et tout. Parce que pour une entreprise, on demande certains papiers, mais avec le numéro de matricule, la carte professionnelle et le diplôme qui sera donné, ça sera plus ou moins facile pour eux de pouvoir s'inscrire, de quitter l'informel, parce que l'objectif même c'est ça. Est-ce qu'il y a un suivi qui est prévu après cette étape-là? D'abord, pour le suivi, c'est possible parce que l'État est en train de travailler là-dessus. Mais je pense que ça va dépendre de chaque personne. Voilà. Il ne faut pas qu'eux-mêmes se limitent après l'obtention de ce diplôme ou bien de cette carte professionnelle. Parce qu'il y a d'autres, une fois qu'ils ont fini, ils vont aller mettre ça dans leur placard, ils ne vont pas se regarder, ils ne vont pas savoir pourquoi ils ont reçu ça. C'est ça vraiment le problème en Côte d'Ivoire. Donc ça va dépendre d'eux. En tout cas, s'ils ont vraiment les bonnes informations, ils pourront aller loin avec ce qu'ils ont reçu. Du coup, c'est important de leur rappeler que ce n'est pas qu'un diplôme ou un numéro de matricule, il faut pouvoir s'en servir. Donc, c'est quelque chose de précieux qu'ils ont entre les mains. À votre niveau, est-ce que vous avez un exemple concret d'un couturier ou une couturière qui a pu, on va dire, transformer sa vie grâce à ce genre de programme, pas forcément celui-là, mais des programmes similaires? Des programmes
similaire. Bon, disons que comme je le dis, c'est la première fois que ça a eu lieu, mais pas même ce programme. Je connais un de mes pas apprenants, mais un de mes amis, voilà, qui était dans l'informel et du coup qui travaillait comme ça et qui m'a approché. Je lui ai dit, mais tu n'es pas obligé de travailler comme ça. Mais en fait, les gens ont peur des impôts, donc du coup ils ne veulent pas, parce que quand ils entendent parler d'impôts, pour eux c'est millions. Et qui dit numéro de matricule dit forcément. Voilà. Donc quand il m'a approché, je lui ai parlé. Non, mais comme si on va les impôts, je dis non. Les impôts, c'est pas quelque chose. Les impôts ne te mettent pas une facture comme ça. C'est en fonction de ton rendu qu'on t'impose un régime. Voilà. Et je crois qu'il y a plusieurs régimes qui est adapté aux PME comme aux nouvelles entreprises. Donc je l'ai coaché, je lui ai dit voici comment ça. Il était même surpris de savoir que c'est pas aussi compliqué. Donc en fait le problème c'est le manque d'information. Mais comme j'ai dit, l'État est en train de travailler là-dessus. Voilà. D'accord, et la bonne information sera effectivement donnée aux uns et aux autres. Selon vous, est-ce que comment cette reconnaissance contribue-t-elle à moderniser et formaliser la filière mode en Côte d'Ivoire? Bon, d'abord, ça pourrait être au moins un premier pas, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes, comme dans le domaine de la mode, désirent voyager, aller en Europe, tout et tout. Et avoir cette carte-là pourra leur faciliter de voyager en Europe, ou bien par exemple aller peut-être dans un pays où on nécessite vraiment certains documents. Donc avec ça, je crois que pour ceux qui désirent voyager, ou bien peut-être aller par exemple en France tout et tout, avec ce certificat-là, c'est vrai qu'arriver là-bas, ça n'aura pas un poids impact, mais au moins on sait ce que tu fais. Et tu n'as pas besoin d'aller comme d'autres qui vont derrière l'eau, aller passer par le désert. Non. Maintenant, ils pourront prendre des avions avec ces documents-là. Donc, je crois que c'est déjà Est-ce que ces documents-là ouvrent la voie d'accès au financement et à certaines collaborations internationales? Bon, d'abord, quand on parle de financement, d'abord, il faut avoir une entreprise. Et comme je le dis, ça va dépendre de chaque individu. S'ils n'ont pas déposé le papier, après l'obtention, le mettre au placard. Sinon, normalement, en Côte d'Ivoire, si tu as ce genre de documents, tu peux aller ouvrir un compte bancaire, entreprise avec ça. Comme tu peux aller aussi créer ton entreprise. Et une fois que tu as une entreprise et qu'on sait que tu arrives à gérer, même les microfinances vont t'approcher. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de papier, qui n'a rien. Et si on te donne 10 millions que tu disparais, enfin comment? On va te poursuivre. Donc du coup, il faudra eux-mêmes, comme j'ai dit, après l'obtention de ce document, c'est à eux maintenant de vouloir vraiment se cultiver, savoir pourquoi ils ont ce document-là et pourquoi l'État met ça à leur disposition. Voilà, donc c'est un peu et ça. aussi les défis qui les attendent au sorti. Effectivement. D'accord. Et si vous aviez un message adressé aux jeunes qui hésitent à apprendre sur le tas et suivre une école de mode, que leur diriez-vous? Bon, d'abord, c'est qu'il ne faut pas qu'ils y aient peur. Maintenant, les écoles de mode en Côte d'Ivoire ne sont plus compliquées comme avant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la formation continue. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire les 3 ans. Tu peux venir avec ton niveau, on t'apprend tout et tout. Donc, je crois que l'accessibilité est en train de se faire. Maintenant, le point majeur, c'est qu'eux-mêmes, ils s'approchent du gouvernement. C'est vrai que l'État fait son effort, mais eux aussi, il faut qu'ils se mettent au travail. D'abord, et aussi chercher à quitter l'informel. Voilà. Parce que tant qu'ils sont dans l'informel, ça sera vraiment compliqué pour eux de pouvoir aller de l'avant. Voilà. Donc, mon message, c'est de ne pas avoir peur. Voilà. L'État fait en sorte pour que tout le monde, que tu sois analphabète, que tu saches lire, tu saches faire, l'État a fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès à tout ce qui est documents, à tout ce qui est truc, il y a plein de choses qu'il peut faire. L'objectif, c'est aller vers les instituts et puis avoir de bons renseignements. Voilà. Et sur ce, je rappelle que notre invité est fondateur d'une école de mode où vous dispensez des cours, pas forcément sur 3 ans, mais comme vous l'avez dit, ce sont des cours continus. Voilà. Très bien. Et enfin, comment voyez-vous l'avenir de la mode ivoirienne avec cette nouvelle génération de couturiers officiellement reconnus? Bon, déjà, c'est un premier pas. Dans l'émission précédente, je disais que
avant, les patrons d'avant n'avaient pas l'idée de vraiment avoir les nouvelles compétences et tout. Mais je crois que la nouvelle génération a compris. Il y a d'autres, aujourd'hui, il y a des couturiers qui ne sont pas là à l'école, mais déjà qui savent lire, qui est déjà un premier pas. En tout cas, ils sont beaucoup conscients. Voilà, parce qu'avec l'arrivée des réseaux, quand ils sont sur Internet, ils voient certaines coupes, certains tracés. C'est vrai qu'ils se posent la question, mais comment faire? Mais je crois que au moins, il y a cette curiosité-là de savoir pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on voit que même il y a certains couturiers qui arrivent à se procurer certaines machines industrielles, comme les machines de broderie industrielles. Donc, ça montre qu'ils sont vraiment conscients. Voilà, qu'ils veulent vraiment évoluer. Mais comme je dis, ce n'est pas forcément investir dans les machines. Il faut savoir aussi comment se positionner. Voilà, c'est un peu ça. C'est tout un ensemble. En tout cas, on l'a bien compris. On espère aussi que le message est très bien passé. En tout cas, Gawusu Binaté, merci d'être passé sur notre plateau et merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris. C'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.